Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et comme à chaque semaine, nous consacrons notre débat à un dossier. Et cette fois, le dossier du sommet arabe. À 10 jours du coup d'envoi de la 31e session de la Ligue des États arabes qui se tiendra les 1er et 2 novembre dans la capitale, notre capitale algérienne, Alger. Les autorités et toutes les dispositions dans le pays apportent les dernières retouches pour bien réussir cet important rendez-vous. En effet, après avoir dépêché des envoyés spéciaux dans les capitales arabes pour remettre les lettres d'invitation officielle conviant les dirigeants arabes à participer au sommet d'Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu aussi le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait. Dans une déclaration à la presse, M. Aboulghait a précisé que la rencontre a été empreinte de volonté affirmée d'assurer le plein succès de ce sommet qui sera, a-t-il dit, un sommet rassembleur. Il sera question de quelques sujets inscrits à l'ordre du jour de ce rendez-vous, outre les perspectives d'élaboration de décisions ambitieuses à même de créer une nouvelle dynamique pour la promotion de l'action arabe commune. Il sera également question à ajouter la même source de relever les défis sur les scènes arabes dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques à la lumière des mutations importantes que connaît le monde. Et pour discuter de ce premier volet de notre débat, nous avons le plaisir de recevoir en direct de Paris M. Bedis Nissa, notre expert en politique internationale. Bonjour Bedis. Bonjour Mouloud, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout au début, le sommet arabe, beaucoup d'observateurs disent que c'est l'ultime chance ou c'est une nouvelle chance pour le monde arabe d'affronter ensemble ces mutations au niveau mondial. Absolument, nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, le monde arabe fait face à son destin. C'est, on va dire, l'étape de la dernière chance. Il ne faut pas décorréler aussi cette étape historique que l'Algérie va en tout cas organiser d'une manière la plus rigoureuse, la plus parfaite, je dirais. Les préparatifs vont bon train et sont augure de bonnes choses positives pour en tout cas le travail commun du monde arabe. Mais le monde arabe, encore une fois, nous ne pouvons pas décorréler aujourd'hui sa mutation, son évolution par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc à savoir que le monde arabe doit peut-être raviver, et c'est ce que l'entend l'Algérie par des réflexions diplomatiques, par des échanges aussi que nous avons vus hyper actifs. Nous assistons à un marathon diplomatique de l'Algérie, on va dire, en amont de cette étape pour pouvoir effectivement faire passer les messages importants qui sont celui de faire face à ses responsabilités, mais surtout faire face aussi à l'histoire du monde arabe pour lequel, au fait, on doit appliquer cette règle d'or que je considère est une condition sine qua non si nous voulons faire de ce monde, le monde arabe, un monde d'équilibre, de force, et un monde qui a vraiment sa voix à faire entendre, à savoir faire s'accorder sur les fondamentaux et deuxièmement aussi converger sur les vues, donc sur les luttes bien évidemment de l'intérêt des peuples arabes. Converger sur les fondamentaux, bien évidemment, c'est converger sur les causes justes, sur les causes, à commencer par la cause palestinienne, mais également par, comme je disais, la cause des peuples, à savoir avoir une vie décente, une vie digne, une vie qui se conforme un peu aux évolutions, un peu au développement durable du monde aussi, qui l'entoure, à savoir que le monde arabe regorge de richesses, qu'elles soient d'ailleurs fossiles, qu'elles soient de capital humain. Donc il a toutes les spécificités, en tout cas positives, pour faire de ce monde, un levier d'action dans l'échiquier régional et international. Mais pour cela, bien évidemment, vous l'avez rappelé, il faut revenir un peu à ce principe de raviver le panarabisme positif pour faire le projet arabe tant attendu depuis longtemps. Et l'Algérie, je pense qu'aujourd'hui, sera, le 1er novembre en tout cas, sera l'épicentre du monde arabe, mais pas que. L'épicentre également du monde entier, puisque, comme je disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas décorréler les deux trajectoires. Donc l'Algérie souhaite effectivement que de cet événement jaillisse un peu le travail commun, le travail arabe
qui met toujours l'intérêt de leur peuple, l'intérêt des causes justes, l'intérêt aussi des pays membres et aussi des pays amis, hein. Nous l'entendons par cela qu'il y a de la coordination, de la coopération aussi avec d'autres organismes comme l'Union africaine et les pays non alignés. Donc voilà, Monsieur, c'est une étape très historique que l'Algérie prend à bras le corps pour pouvoir la faire réussir et sortir de ce sommet une nouvelle dynamique et un espace positif. Monsieur Bédis Rnissa, ce sommet qui est observé, on dit que pour la première fois, il n'est pas observé que par le monde arabe, mais il est observé de par la scène internationale, de par son importance et la conjoncture dont ils viennent. Beaucoup de presse parle que Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, volera au sommet algérien avec une délégation de 300 personnes. 16 ministres saoudiens accompagneront le prince héritier. Beaucoup disent que le monde arabe mise sur la force et la position diplomatique algérienne pour non seulement régler des crises au sein du monde arabe, mais pour régler des crises sur la scène diplomatique très complexe aujourd'hui. Absolument. Je pense que cela reflète effectivement le sérieux de cet événement, ne serait-ce que par la présence non pas de représentants comme nous avons pu en témoigner par le passé, en tout cas les sommets précédents, mais vraisemblablement la présence physique des chefs d'État. Donc c'est dire qu'on accorde une importance très grande par rapport à ce sommet. Mais cela s'explique aussi parce que l'Algérie, en tout cas de mon point de vue, elle a cette légitimité multidimensionnelle, cette légitimité d'abord historique, cette légitimité révolutionnaire, cette légitimité aussi diplomatique, cette diplomatie bienveillante que vous venez de souligner, donc à savoir défendre l'intérêt commun, défendre l'intérêt des pays amis, défendre le projet commun, l'action commune, et notamment pour le monde arabe. C'est dire qu'effectivement l'Algérie aujourd'hui incarne le rôle que peut-être le monde arabe attendait depuis quelques décennies, en tout cas depuis le projet panarabiste de Jamal Abdel Nasser à l'époque. Donc il fallait cette impulsion positive, il fallait cette orientation, cette projection sérieuse. Attention, faut le souligner. Donc l'Algérie est très objective dans sa démarche. Elle souhaite effectivement qu'aujourd'hui, au vu également de la mutation du monde, hein, l'émergence d'un nouvel ordre mondial dans lequel les équilibres de pouvoir, rappelons juste petite parenthèse, le responsable des relations internationales de l'Union européenne qui évoque l'Union européenne comme jardin et le monde comme une forêt. En d'autres termes, il est en train d'expliquer qu'aujourd'hui, nous assistons à la loi du plus fort, donc à la loi de la jungle. Donc c'est pourquoi le monde arabe aujourd'hui, dans cette conjoncture, c'est-à-dire structurelle aussi, puisque, comme j'ai expliqué, on diverge beaucoup sur des choses, alors qu'on devrait peut-être se focaliser sur ce qui nous unit, à savoir d'abord, à commencer par la société civile arabe, par les peuples arabes qui partagent énormément de dénominateurs communs, à savoir la culture, la religion, la langue, mais également les aspirations. Donc ces peuples-là aujourd'hui, à travers cette peut-être fondation pérenne et sereine, pourra faire de levier d'action et de faire réunir et unifier le monde arabe. Monsieur Bédis Rnissa, donc pour cette union, donc le monde est en train de vivre une conjoncture. Ce sommet est important car vis-à-vis des décisions de l'OPEP+ et de la crise énergétique engendrée par la crise ukrainienne, la moitié des pays exportateurs ou des pays membres de l'OPEP+ sont les pays arabes, avec le plus gros de la production énergétique. Donc, le sommet d'Alger, il est très important car le monde arabe vit une crise multidimensionnelle, sociale, économique, et que si le monde arabe s'unit, si le monde arabe s'entraide, il peut régler beaucoup de problèmes, y compris les problèmes énergétiques, sécuritaires, politiques et même économiques. Je dirais, c'est le cœur même du défi qu'attend ce sommet, en tout cas, avec une impulsion, comme j'expliquais, de l'Algérie, où elle a donné certaines projections, en tout cas, pour anticiper, comme une espèce de prospective, hein, que l'Algérie excelle en la matière. Mais encore une fois, le monde arabe, au-delà
de ses facultés ou de ses capacités connues et reconnues par le monde, à savoir, comme vous l'avez expliqué, le monde arabe fait la pluie et le beau temps dans le marché énergétique, détenteur des plus grandes réserves du monde en matière d'énergie fossile, aussi de capital humain, n'oublions pas, son immigration qui fait le bonheur des pays occidentaux, et j'en passe. Donc oui, effectivement, cet espace, c'est pourquoi on rappelle un peu les fondamentaux, cet espace doit redorer son blason, doit revenir un peu occuper la place qui lui revient, à savoir ce levier d'interface, ce levier aussi pourquoi pas, de pression interne, comme vous l'avez expliqué, pour peut-être, pourquoi pas, user de certaines cartes gagnantes, de certains leviers, comme vous l'avez expliqué, en temps de crise énergétique dans lequel certains pays occidentaux recherchent des alternatives d'approvisionnement, user de cette carte, pourquoi pas, ça s'appelle de la diplomatie aussi, pour faire passer d'autres éléments qui, peut-être à ce jour, ont connu des statu quo, à savoir, pourquoi pas, la cause palestinienne, la cause de certains peuples oppressés à travers le monde, aussi, pourquoi pas, mettre un peu le monde arabe davantage sur l'échiquier mondial et prendre la décision en réflexion, en concertation avec les autres puissances. N'oublions pas que le monde arabe, c'est plus de 300 millions d'habitants. Le monde arabe, c'est, comme j'ai expliqué, la plus grande réserve d'énergie fossile, à savoir le gaz et le pétrole qui fait défaut au monde aujourd'hui. C'est un capital humain de qualité, très important en matière de volume. Donc c'est pourquoi on a, si vous voulez, théoriquement, sur papier en tout cas, on a tous les éléments favorables pour arriver à ces fins. Mais bien évidemment, il fallait un certain leadership, il fallait coordonner. Et l'Algérie, je pense que s'inscrit parfaitement dans ce rôle, en tout cas qui lui colle à la peau à travers le passé, à travers la défense des causes de certains pays, de même d'un continent, l'Union africaine, vis-à-vis de la tentative d'hold-up de l'entité sioniste. Donc c'est vous dire que l'Algérie aujourd'hui, encore une fois, je me répète peut-être, mais il faut le rappeler encore une fois, jouit d'une certaine légitimité indiscutable aux yeux du monde arabe, mais également du monde occidental et du reste du monde. Et dans cette légitimité, quand on parle de cette légitimité diplomatique, on ne peut passer sur le grand succès qu'Alger a eu pour les pourparlers entre les différentes fractions palestiniennes et l'accord d'Alger qui était entre Palestiniens. C'est un travail qui a été fait avant le sommet d'Alger qui veut faire rebondir la question palestinienne sur la scène internationale et le monde arabe et la rendre au centre des inquiétudes, au centre des affaires arabes. Comment voyez-vous cela ? Écoutez, je pense que l'Algérie, tout simplement aujourd'hui, elle est en cohérence, est en phase avec d'abord son ADN diplomatique, son ADN de relation ou de la perception, de la conception des relations avec les autres pays tiers, à savoir les pays amis, le monde occidental, la neutralité, la constance des positions. Donc l'Algérie, je pense qu'aujourd'hui, n'a pas attendu le sommet arabe pour décliner ou identifier ou même informer le monde de ses attentes ou de ses projections en matière de travail commun, en matière d'intérêt commun, en matière d'action commune, mais surtout de destin commun. Donc l'Algérie, à travers plusieurs étapes par le passé, rappelons-le que la diplomatie algérienne est une référence, c'est un cas d'école. Elle est enseignée dans les plus grandes écoles de Sciences Po, faut le dire et le souligner. L'Algérie est un levier, est un médiateur de choix vis-à-vis de certains conflits et même d'ailleurs certains plans d'action comme le traité d'Alger pour le Mali, pour les préconisations pour la résolution du conflit libyen, et j'en passe, sans évoquer bien évidemment l'Iran dans les années 80, la libération des otages américains à l'ambassadeur iranien. C'est vous dire que l'Algérie a dans son ADN, si vous voulez, dans sa genèse, une espèce de cohérence constante qui fait d'elle aujourd'hui cet acteur qui pourrait effectivement jeter tout son poids, bien évidemment, pour jouer dans l'équation et surtout influencer, pour impulser, pour donner cette orientation qui manquait au monde arabe. Donc oui, la cause palestinienne sera forcément le sujet phare sur la table du sommet arabe, dans lequel nous devons prendre acte, mais au-delà de prendre acte, nous devons agir collectivement pour faire valoir en tout cas les résolutions
je dirais, entériné par le Conseil de sécurité, par l'ONU, pour faire respecter ces résolutions, mais surtout pour donner la dignité et la liberté au peuple palestinien oppressé, au vu, au su de tout le monde, et revenir un peu aussi en cohérence, parce qu'il faut être en cohérence avec les principes même fondamentaux qui régissent le monde aujourd'hui, à savoir le droit de liberté, le droit d'indépendance, le droit de jouir de son territoire, de circuler dans son territoire et de vivre tout simplement. Monsieur Bédis, pour clôturer ce dossier, beaucoup d'attentes de ce sommet, un sommet qui est observé par toute la scène internationale. Comment voyez-vous? Est-ce que nous allons voir un début d'un réel travail ou d'une réelle coordination entre pays arabes? C'est ce travail ou cette coordination qui était presque à l'arrêt pendant plus de 10 ans. Écoutez, plusieurs États membres, en tout cas du monde arabe ou de la Ligue arabe, sont conscients qu'effectivement aujourd'hui, c'est le point de bascule. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en introduction, le sommet de la dernière chance. Encore une fois, il en va de la survie, de l'existence même du monde arabe dans cette équation nouvelle qui, encore une fois, est régie par la loi du plus fort, ou en tout cas la région la plus forte. Donc aujourd'hui, pour avoir cet ascendant, ou ne serait-ce que cet équilibre avec le monde qui, lui, par contre, est en constante mutation, nous l'avons vu, hein, les conséquences d'abord par le Covid, mais également par la crise ukrainienne. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, ces États sont conscients, mais également sont conscients aussi des aspirations de leur peuple, à savoir la société civile. Je tiens juste à rappeler, si vous me le permettez, parmi les jalons très importants avant-coureurs justement qui auguraient ce succès, en tout cas ce succès retentissant du sommet arabe. En tout cas, c'est ce que nous aspirons pour le monde arabe, pour le sommet arabe, c'est que, vous savez, le président de la République, mi-septembre, a veillé personnellement à organiser ce fameux forum intergénérationnel pour le soutien de l'action commune arabe. Vous savez, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Il faut le rappeler, c'est une révolution en matière de diplomatie, appelée la diplomatie de la société civile. Le président de la République est conscient qu'effectivement la société civile peut être ce liant, peut être cette fondation pérenne, cette structure qui pourrait, cette ossature qui pourrait permettre effectivement, in fine, puisque maintenant, par voie de conséquence, nous voyons que les politiques générales des pays arabes sont l'extension elle-même de la volonté de leur peuple. Donc, user de cette société civile positive, nous avons évoqué parmi certaines préconisations, pourquoi pas fonder un observatoire de la société civile commun du monde arabe, c'est vous dire qu'effectivement, peut-être la pierre angulaire ou la première pierre qu'il fallait porter, que le président de la République, par prospective, a voulu justement mettre sur la table avant même le sommet arabe, ce mini-sommet arabe, si je puis dire, va permettre effectivement de créer des impulsions par effet de ruissellement dans ces mondes arabes et pour pouvoir influencer la politique générale des États pour aller converger et aller vers ce travail collectif, ce destin commun, je le répète. Bien parfait. Et Alger, elle a fait savoir à tout le monde qu'elle est bien décidée à réussir ce sommet. Nous passons directement vers l'autre dossier et cette fois, c'est à l'international. Nous marquons une petite pause et nous revenons vers vous.